la situation sur le terrain montre que un Hamas reconstitué, qui est peut-être pas exactement la même chose que le Hamas d'avant le 7 octobre, mais enfin, un Hamas reconstitué, cependant, continue à être présent. Et il est clair qu'il n'y aura pas ni de plan de phase B du plan Trump, ni de phase ultérieure, tant que ce Hamas-là restera là. Nous sommes en ligne, je le pense, avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous remercie de votre disponibilité et d'avoir remplacé au pied levé notre ami Avi Pazner. Mais vous êtes bien placé, bien entendu, pour nous expliquer les enjeux de cette rencontre au sommet entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Demain soir, je le disais, donc à Mar-a-Lago en Floride. On va parler là-bas de trois grands sujets. La situation dans la bande de Gaza et peut-être aussi au nord avec le Hezbollah, l'Iran et probablement aussi la Syrie. Alors je voudrais avec vous avoir votre appréciation. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut se permettre d'exiger de Donald Trump de ne pas mettre en application la seconde étape de son propre plan alors que celui-ci le veut le plus rapidement possible parce que le Hamas n'est pas désarmé, parce que le Hamas n'a pas encore restitué la dépouille mortelle du dernier otage? Je pense que le problème n'est pas que Netanyahou exige quoi que ce soit de Donald Trump. Le véritable problème, c'est est-ce que Netanyahou et Trump, qui ont une relation spéciale, et c'est très important pour Trump, on ne peut rien comprendre aux relations avec Trump si l'on ne comprend pas que celui-ci attache une très grande importance aux relations directes d'homme à homme, de chef d'État ou de chef, disons, de gouvernement, à chef de gouvernement. C'est une chose très importante pour lui. Et par conséquent, de ce point de vue-là, Netanyahou a un outil important, un atout, hein, non pas un outil, c'est un outil aussi si l'on veut, mais c'est surtout un atout. Il a un atout important vis-à-vis de Trump. La grande question est de savoir si Netanyahou pourra amener Trump à prendre en considération ce qui se passe réellement au niveau de l'exécution du fameux plan, ou si vous préférez, de la phase 2 du plan de paix du président américain. Ce que l'on sait de la manière de fonctionner de Trump, c'est qu'il a quelques idées et quelques, je dirais, échéances qui sont importantes pour lui, mais ensuite, il a toujours montré une très très grande flexibilité dans l'exécution concrète des plans, des idées qu'il a pu mettre en avant. Or, ce que nous voyons, c'est que un certain nombre d'éléments de ce qu'on a appelé la phase 2 du plan de paix sur Gaza et conditionne lui-même des projets beaucoup plus ambitieux pour l'ensemble du Moyen-Orient. Mais pour en rester sur Gaza, il y a beaucoup d'éléments qui manquent, et qui ne manquent pas parce que Israël n'a pas voulu exécuter certaines clauses de l'accord, qui ne viennent pas parce que les Américains ont cessé d'apporter leur appui à cet accord. Ça vient du fait que les éventuels autres partenaires ne se manifestent pas, sauf un seul, évidemment, c'est la Turquie de Erdogan, mais qui par nature, en quelque sorte, ne peut pas être accepté par Israël. Alors concrètement, parce que certains observateurs affirment que le président américain pourrait perdre patience, surtout s'il a des intentions, on va dire, pacifistes dans la région. Si Benjamin Netanyahou vient en lui disant, voilà, le problème n'est pas réglé à Gaza, le problème n'est pas réglé au sud-Liban, le problème n'est pas réglé avec l'Iran, je demande un nouveau mandat pour attaquer et neutraliser le Hamas qui ne peut pas être désarmé, neutraliser le Hezbollah qui n'est pas encore désarmé, neutraliser l'Iran qui se réarme.
qu'est-ce que peut dire le président américain? Est-ce que le président américain peut, à un certain moment, dire Bibi, mon cher Bibi, ça commence à bien faire? Je crois que le président américain, selon ses propres propos, nous avons tout simplement les déclarations qu'il a pu faire de manière répétée là-dessus, a souvent été en désaccord et dans des discussions pointues, difficiles avec Netanyahou. Mais il y a fondamentalement entre les deux hommes, jusqu'à présent, une grande part de compréhension et de confiance mutuelle. Donc la grande question est de savoir si à nouveau le président américain et le premier ministre israélien vont trouver des éléments d'accord concrets. Il faut bien se dire que rien ne sera jamais fait en noir et blanc dans cette affaire. Il y a toutes sortes de micro-aménagements qui résulteront, qui finiront par aboutir à une exécution partielle ou totale du plan américain, ou bien au passage à un plan révisé. C'est également une possibilité. Donc voilà la situation où nous sommes actuellement. Je ne pense pas que Netanyahou va présenter en quelque sorte des demandes catégoriques à Trump, comme les demandes que paraît-il, à certains moments seulement, Zelensky d'Ukraine a pu présenter à la Maison-Blanche. De toute manière, la relation entre Zelensky et Trump n'a aucun rapport avec celle qui existe entre Trump et Netanyahou. Donc, je parle de toutes sortes disons, de discussions sérieuses et concrètes. Je crois que le cadre sur lequel on peut réfléchir, c'est la fameuse, disons, déclaration générale de l'administration Trump sur la sécurité nationale des États-Unis. Ce document, qui a été publié il y a environ un mois, a suscité énormément de commentaires. Certains ont dit, voilà, c'est le manifeste du nouvel isolationnisme américain. En réalité, une lecture attentive de ce document montre qu'il n'y a pas de nouvel isolationnisme américain, que les Américains continuent à réfléchir d'abord en termes de puissance et de rapport de puissance avec le reste du monde, et que, deuxièmement, ils continuent à être prêts à intervenir sur le plan international là où leurs intérêts nationaux, et j'ajouterais même les intérêts nationaux, ça a été dit dans le programme qui a été publié il y a un mois, les intérêts des pays qui sont de manière nette, non équivoque et de manière proactive engagée auprès des États-Unis. Donc, quand on regarde bien cette analyse, le but de Trump n'est peut-être pas de passer le plus vite possible à, disons, une application complètement littérale du plan qu'il a énoncé ces derniers mois. Elle consiste plutôt à recalibrer en fonction de ce qu'on a sur le terrain, recalibrer un certain nombre d'intérêts nationaux américains. Il n'y a pas un dégagement américain, comme on a pu le dire, et il n'y a pas non plus de la part des États-Unis, jusqu'à présent, une révision drastique qui modifierait l'importance d'Israël pour les États-Unis. Alors, est-ce que il serait exact de dire que sur certains points, eh bien, par exemple, le président américain pourrait être d'accord avec Benyamin Netanyahou, par exemple dans le dossier iranien, mais que sur d'autres points, dans le dossier, plus particulièrement dans le dossier de Gaza, eh bien, le président américain va exiger des concessions? Encore une fois, de quoi parle-t-on? La phase 2 supposait un certain nombre de choses. Elle supposait la mise en place d'un conseil de la paix pour gérer l'après-Hamas à Gaza.
Bon, ce Conseil de la paix ne prend pas forme. Les uns après les autres, les personnes qui ont été envisagées pour l'animer, je pense par exemple à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ont été récusées. Donc pour l'instant, il n'y a pas de Conseil de la paix. Ensuite, il y avait un certain nombre de présupposés concernant le Hamas, l'idée que le Hamas est fini, que le Hamas est désarmé, qu'on va remplacer le Hamas par autre chose. La situation sur le terrain montre que un Hamas reconstitué, qui est peut-être pas exactement la même chose que le Hamas d'avant le 7 octobre, mais enfin, un Hamas reconstitué, cependant, continue à être présent dans la zone qui nous préoccupe, et il est clair qu'il n'y aura pas ni de phase B du plan Trump, ni de phase ultérieure, tant que ce Hamas-là restera là. Le déploiement de forces de sécurité qui assureraient, disons en gros, l'ordre et la loi à Gaza, on a parlé de plein de pays. Les uns après les autres, les pays pressentis font savoir qu'ils ne sont pas tellement intéressés à venir à Gaza. Je prends un exemple très simple. On a évoqué un certain nombre de pays musulmans modérés, réellement modérés. On a par exemple beaucoup parlé d'un pays comme l'Indonésie, oui, qui est le plus grand pays musulman du monde, qui est un pays modéré dans son application de l'islam, sauf une région de l'Indonésie. L'Indonésie est un pays fédéral, donc il peut y avoir des variations un peu régionales, mais dans l'ensemble, c'est un pays modéré en tant que pays musulman, c'est-à-dire adepte d'un islam extrêmement libéral et ouvert. Mais ce qui est encore plus intéressant, tout le monde sait que la direction politique actuelle de l'Indonésie connaît très bien Israël, est extrêmement décidée à développer des liens avec Israël. Vous vous rappelez que le président indonésien a surpris tout le monde, oui, à l'ONU en parlant du Moyen-Orient et en disant « Shalom Israël », ce qui est quand même important. Mais les pays les plus, comment dire, les plus modérés, intéressants, les plus fiables du point de vue de leurs intentions, de leur côté, ont-ils vraiment envie d'aller à Gaza? Et la réponse est non. Et l'une des raisons pour laquelle ils ne veulent pas aller à Gaza, bien sûr, il y a une première raison, c'est qu'ils n'ont pas les moyens militaires réels de se substituer à Israël et au Hamas à Gaza. Mais au-delà de ça, il y a un autre facteur, c'est que beaucoup de ces pays se posent la question, si nous envoyons des hommes à Gaza, nous sommes quand même un pays musulman, qui nous garantit que certains de nos hommes, certains de nos officiers ne vont pas en fait finir par être influencés par le Hamas, qui nous dit que nous n'allons pas ramener chez nous des embryons d'islamisme radical extrêmement dangereux pour nous. Donc pour cette raison, actuellement, personne ne se presse au portillon pour être présent à Gaza, sauf la Turquie, pour des raisons que l'on comprend très bien, oui, et qui sont totalement inacceptables pour Israël. Alors, il y avait une époque où, au moment, à la fin de la guerre, hein, c'est-à-dire, je parle au mois d'octobre dernier, lorsque Donald Trump est arrivé dans la région, apportant, on va dire, son plan de pacification de la région, si on peut dire, ou en moins de restauration de la bande de Gaza, eh bien, on avait le sentiment qu'il y avait des enjeux régionaux, comme par exemple la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à les palper, ces enjeux. On a le sentiment, par exemple, que l'Arabie Saoudite conditionne sa normalisation avec Israël à la reconnaissance d'un État palestinien, enfin un retrait israélien de la Syrie. Ça a l'air beaucoup... Le nouveau Moyen-Orient, tel que Trump semblait nous le dessiner il y a quelques mois, semble aujourd'hui bien plus hypothéqué. Est-ce que je me trompe ? Oui, il est vrai que la situation est beaucoup plus, on va dire, complexe aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois, et à plus forte raison qu'elle ne pouvait l'être au moment des accords d'Abraham de 2019. Beaucoup de choses ont changé depuis cette époque.
Et on ne peut pas continuer simplement, comme beaucoup l'ont prétendu, sur la lancée de 2019. C'est une autre situation. D'un autre côté, revenons, si vous voulez, à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, dès 2019, tout en montrant son intérêt pour les accords d'Abraham, a fini par dire « nous ne pouvons pas entrer dans les accords d'Abraham tant que quelque chose n'aura pas été fait pour les Palestiniens, une reconnaissance n'aura pas été accordée aux Palestiniens. » Vous vous rappelez le scénario, tout indiquait que le prince, qui est le chef de facto du pays, Mohammed bin Salman, avait laissé entendre qu'il allait rejoindre les accords d'Abraham, et ensuite son père, le roi Salman, est intervenu personnellement pour dire il n'y aura pas de normalisation complète entre l'Arabie saoudite et Israël tant que on n'aura pas régler la question palestinienne. Alors, régler la question palestinienne, qu'est-ce que ça veut dire? Les Saoudiens, et quand je dis les Saoudiens, l'Arabie saoudite, ça peut être des déclarations du gouvernement, de la famille royale, ou bien de toutes sortes de personnes autorisées. Les Saoudiens ont répété pendant assez longtemps que ce qu'ils voulaient, c'était une satisfaction symbolique. C'est-à-dire que on reconnaisse un État palestinien, qu'on lui donne une personnalité, qu'il soit là. Et pour le reste, ils ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas pressés de définir réellement ce qu'il y allait y avoir au sein de cet État. Et en tout cas, ils comprenaient très très bien que cet État ne puisse pas être du jour au lendemain une entité militarisée. Ceci a été dit par les Saoudiens. Est-ce qu'ils sont toujours sur la même longueur d'onde? C'est possible. Ce sont des choses un petit peu complexes. Il y a aussi le problème de la Syrie. Alors, lorsque vous regardez le comportement du nouvel homme fort syrien, homme fort relatif peut-être, mais homme fort par défaut en tout cas, c'est un ancien islamiste. Quand je dis islamiste, pur et dur, c'est-à-dire de la tendance militaire et totalitaire, mais qui aujourd'hui insiste sur le fait que il ne se préoccupe que de la Syrie seul. Il n'a pas de projet, disons, pan-islamiste comme Daesh pouvait en avoir, et il est prêt à reconnaître beaucoup de choses, y compris, par exemple, non seulement l'existence d'Israël, mais il est très flou maintenant sur l'avenir du Golan. On a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de discussions sur des croquis qui ont circulé, selon lequel, de sources syriennes, selon lequel le Golan semblait être intégré à Israël. Il y a un précédent historique qui est intéressant, et je me demande dans quelle mesure ce précédent est une simple ressemblance superficielle, ou bien s'il n'y a pas eu quelque part un conseil saoudien. Vous savez, quand on dit l'Arabie saoudite, au départ, le wahhabisme qui était à l'origine de l'État saoudien, c'était l'équivalent de Daesh. C'était un mouvement extrêmement radical, très violent envers les musulmans, très, très totalitaire. Mais à un certain moment, Ibn Saoud, le créateur de l'Arabie saoudite, a dit « Bon, maintenant, nous avons créé un État en Arabie, et maintenant, premièrement, nous allons couper la tête aux extrémistes au sein de notre royaume. Deuxièmement, nous reconnaissons tous les pays qui sont autour de nous. Nous faisons des traités de paix avec l'Angleterre. Nous faisons des traités de paix. Il y a eu même un traité de paix, une reconnaissance entre l'Union soviétique et l'Arabie saoudite, qui portait pas exactement encore ce nom, mais qui était déjà pratiquement constitué en 1926. Donc, alors, la question est de savoir, est-ce que c'est un peu le modèle de Chara?
Et jusqu'où ce modèle est acceptable, jusqu'où les Israéliens peuvent-ils trouver un modus vivendi avec Shara, compte tenu du fait que un rapport s'est peut-être établi entre Trump et Shara. Ce sont beaucoup de questions difficiles, mais vous savez, la politique, comme la guerre, c'est une suite de problèmes insolubles auxquels on finit par trouver, d'une façon ou d'une autre, une forme de solution. Eh bien, nous allons en rester là. Merci beaucoup, Michel Grünflickel, de nous avoir mieux aidé à comprendre, à mieux comprendre surtout les enjeux de cette rencontre au sommet de demain soir entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Merci encore, Michel, et merci d'avoir été disponible, nous avoir permis d'entendre votre appréciation à la fin de cette heure d'actualité sur Radio Kalita. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt, Michel. Bonne journée.